c'était Besson qui dirigeait. À chaque prise avec Reno, parce que Reno est tourné en anglais, donc il se post-synchronisait. Ouais. Juste avant le rouge, j'entendais « Jeannot, pense à tes graves ». Comment doubler l'immense clown tragique du cinéma américain Bill Murray? Bernard Métro nous donne sa version depuis plus d'un quart de siècle, et on a le plaisir de l'entendre dans les films uniques de Wes Anderson, Jim Jarmusch et Sofia Coppola. Mais au début du 21e siècle, les experts sont sur toutes les chaînes et toutes les télés, notamment les experts Miami, avec ce bon vieux Horatio Caine, dont Bernard nous donne son avis honnête et franc. Lui qui faisait le grand blond à la chevelure glam, Carl, dans Piège de cristal, et qui a prêté son timbre sur quelques-uns des plus grands films d'action des années 90, tels que Léon, Une journée en enfer, Rock, Volte-face, et bien sûr le fameux Le cinquième élément. Bernard nous dévoile comment il s'est retrouvé à doubler Bruce Willis. Il nous donne son avis sur le doublage dans les réseaux sociaux, sur la pub, et les ambiances de couloir qui se délitent. Suivant le mouvement sociétal actuel, l'humain et le dialogue se perdraient, un fait qui serait peut-être même une volonté de la part des décideurs payeurs. Et puis, lui qui a lu l'intégrale du Trône de Fer pour Gallimard, nous parle de l'âme d'une interprétation, une âme qui ne s'improvise pas, mais qui se construit au fur et à mesure des expériences. Alors, je vais profiter de ta venue pour tenter de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes sur une question qui m'empêche de m'assoupir la nuit venue. Tu es savoyard. La raclette, c'est suisse ou c'est français? La raclette, c'est suisse, mon bon ami. C'est la tartiflette qui est savoyarde. D'accord, ok. Donc on aura la tartiflette, mais on n'aura pas la Oui, raclette. maintenant, si tu veux entrer dans un débat qui a peu d'intérêt, finalement. Hein. Oui, c'est toujours rigolo quand même comme débat, qu'on en parle encore aujourd'hui. Ouais. La deuxième chose, ta raclette, tu la prends avec du vin rouge ou du vin blanc? Attends, avec de l'Apremont. De l'Apremont? Bah, tu connais pas l'Apremont? C'est un vin blanc un peu, Savoyard. un peu sucré, non? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. D'accord, j'y étais pas alors. Non, t'as l'Apremont, t'as les Cotochiniens. Ok. Et puis, si tu veux faire une infidélité avec la Suisse, tu prends des vins blancs. Les coteaux de Lausanne sont très bons. Ok, avec l'accent, ils sont encore meilleurs. Ouais. Ok, super. Et ben merci pour ces petites indiques Oui, cette culinaires. parenthèse Culinaires. des allobroges. Ouais. Depuis combien de temps vis-tu à Paris? Je suis monté quand j'avais 6-7 ans, par là. 6-7 ans. Ouais, Donc ça fait un petit moment, donc hein, ça oui. fait longtemps. Ouais. Et justement, j'ai passé les 3-4 premières années de ma vie à me débarrasser de ce putain d'accent. Ah ouais? Ah bah oui, parce que... T'avais 6-7 ans, t'avais déjà l'accent bien Ah, mais comme il faut. complètement. Ah ouais. Et justement, Ah, donc tu le mais retrouves ça facilement. s'entend encore. Alors évidemment, maintenant, je fais gaffe. Mais quand il y a des phrases qui arrivent où je vois des on, des an, Ah, les qui nasales, se ouais. suivent, c'est des fois un peu... Il y a une pointe qui ressort. Sur les belles narrations, là, dès qu'il y a des Ouais, nasales qui arrivent, ouais, t'as une petite appréhension qui arrive aussi. ouais. Ok, marrant. Tu me racontes le Paris de tes débuts? C'était quoi? Les années 70? Euh, c'est gentil. À de mes débuts de quoi? Quand t'es arrivé sur Paris? Ah, quand je suis arrivé sur À Paris, quoi ça ressemblait? c'est les photos de Douaneau. Ok. Ouais. Et en plus, j'avais la chance d'habiter du côté de Belleville, qui était déjà un quartier très populo, avec des cinémas de quartier et tout, des camelots, des joueurs d'accordéon. Non, c'était assez sympa. T'es arrivé de ta province, tu t'es pas senti Totalement. dépassé? Si. Si? Mon premier début à l'école primaire, j'ai été convoqué par la directrice parce que on m'a fait comprendre qu'à Paris, on pissait pas contre les arbres. Donc, voilà. Ok, Donc, d'accord. il y a eu une sorte de dépaysement. Il a fallu quelque temps pour... Pour s'adapter, Ouais. Mais enfin, ça y est, là, je suis devenu j'imagine, depuis le un temps. mangeur de béton, de bitume. Et j'adore Paris, là. Tu vois, je suis venu à moto. Ouais. Et j'ai traversé Paris un samedi avec pas trop de monde et tout. C'est sublime. Donc ça y est, C'est t'es vraiment un sublime. vrai Parisien, là. Ouais. Tu fais plus semblant. Et il y a un truc
parce que j'ai parlé des camelots et ça m'a tout de suite, dès petit, je crois que mon envie de faire du théâtre, parce qu'au départ, moi, c'est le théâtre, c'est venu en observant les camelots. Pourquoi donc? Parce que je trouvais leur faconde, leur baratin, fascinant. C'était fascinant. Il y avait des génies, des mecs qui te vendaient de la daube et t'en achetais 10 parce que, enfin, pas moi, parce que j'avais pas les sous, mais t'en achetais 10 parce que, voilà. Ça, même chose, il y avait les harangueurs à la Foire du Trône. Pierre Trabeau, il a fait un film qui s'appelle Le voleur de feuilles. Ah, ok. Et qui est, c'est une ode à ce temps révolu. Et il y a une séquence à la Foire du Trône avec la baraque de Jackson. Et alors, c'était une baraque qui proposait au public de venir défier ses combattants. Et le baratin de Jackson, mais c'était génial. Et voici Billy Black. Billy Black, 90 centimètres, 2 tours de biceps. Et maintenant, voici le gitan champion du monde de pancrace. Je rappelle les règles du pancrace. Il n'y a pas de règles. C'était... J'ai été fasciné, moi, par ça. Et toi, gamin, tu te mettais sur le côté, tu les regardais? Ah ouais, des heures. Oh. Mais des heures. Des heures, j'arrivais pas à me décrocher de ça. C'est ça qui t'a appelé pour te dire... J'ai compris l'importance du parler, du langage, de la séduction. Le principe de l'acteur, c'est évidemment d'incarner un personnage, mais il y a aussi il y a toute une part de... Il faut choper l'attention et la maintenir et pas la lâcher. On sent quand on lâche. Alors, c'est quoi les clés que tu as chopées à ce moment-là? Faut parler fort, faut parler direct, faut regarder les gens dans les yeux. Ouais. Il faut ça. De toute façon, qu'il y ait 40 personnes dans une salle ou 3000, on parle toujours à un. Ah, ok. Ouais. Comme en lecture livre audio, c'est pareil. Si on fixe pas dans sa tête quelqu'un, c'est mort, quoi. Et alors, On raconte. tu as toujours la même personne ou tu Non, te fais une idée? alors c'est marrant parce qu'on m'a demandé ça il y a pas longtemps. Et j'ai eu une image qui reflète bien ce que je pense. Tu sais, quand tu es dans un train la nuit et que tu regardes le paysage et tu traverses la campagne, c'est nuit noire. Et généralement, la seule chose que tu vois, c'est le reflet Ton de ta reflet, tronche. Et puis tout d'un coup, au milieu de nulle part, il y a une lumière. Et cette lumière-là, à chaque fois, je me dis, mais qui c'est qui est derrière cette ampoule? C'est peut-être un vieux, c'est peut-être une très belle femme, machin. Et en fait, c'est pour la personne qui est derrière cette lumière que j'aime bien raconter des choses. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, c'est marrant. Et du coup, voilà, on évite la monotonie de la narration et on raconte. C'est ça qui est intéressant. Et quand tu es sur scène et Ouais. que tu t'adresses à une personne, comment tu fais? Tu Ah non, mais changes? je la fixe pas. Non, c'est pas quelqu'un. C'est tout à fait abstrait. C'est dans l'intention. Ouais, voilà. Ah oui, non, sauf si je repère une très belle femme. Ok, c'est comme ça que tu es tombé amoureux du théâtre, enfin du... Ouais. Où t'as fait le lien entre la rue et le théâtre. Ouais, et puis l'esprit de troupe, très important pour moi. Comme je viens de te le dire en off, j'adore le rugby, je l'ai pratiqué très longtemps et j'ai trouvé, justement dans le rugby, un esprit d'équipe que je retrouve dans les troupes. Oui, les compagnies de théâtre, ouais. Ah bah ouais. Et pour moi, le théâtre, c'est avant tout une troupe, quoi, tu vois. Et rencontrer de nouvelles personnes, apprendre à les connaître, avoir un but commun qui va rapprocher les gens. Et ça, c'est fascinant. Alors, ça fonctionne pas toujours, hein.
on n'a pas que des bons souvenirs. Mais la plupart du temps, si le metteur en scène est un poil psychologue, il va saupoudrer des ingrédients qui vont faire que ça fonctionne. Tous Ouais. à construire la même Ah œuvre bah évidemment. dans la Ouais. même direction. Bah ouais. C'est ça qui te plaît. Du coup, t'as jamais joué de pièces de seul en scène Si, si, mais alors ça a été une bascule d'ailleurs, parce que j'allais souvent voir les copains qui faisaient des sols en scène, et je disais mais jamais j'aurais le culot de faire ça, quoi, tu vois. Et en plus, comme je voulais pas y aller à moitié, je voulais que ça soit un texte que j'aurais écrit. Et j'ai beaucoup écrit. Ouais. Et il y avait Tchekhov, il disait « J'écris, je lis, je jette ». Et moi, c'était ça. C'était ça. Et mais lui, il a gardé 2-3 trucs, moi, rien du tout. Et puis un jour, bah, il y a eu une rencontre avec un type qui écrit et qui m'a dit « Oh, on m'a proposé de lire mes textes à la Maison de la Poésie. Moi, c'est pas mon truc. Tu voudrais pas le faire ?» Et je dis, bah écoute, envoie-moi tes textes, et puis si ça me plaît, je le fais. Si ça me plaît pas, le prends pas mal, quoi. Et je suis tombé, mais bah, en amour avec ce qu'il écrivait. Il m'a envoyé une valoche, hein. Et puis, j'ai fait un montage de ça. Et puis, ça a donné un spectacle qui s'appelait Les 7 vies d'Homère Petitbois. Et très poétique, il y avait aussi des choses très drôles, très romantiques. Et ça a été un déclic parce que, ben voilà, je me suis dit, oui, je peux le faire. Mais quand le noir se fait et que tu mets le pied sur le plateau et que tu dis que tu es parti pour 1h30 tout seul, c'est un long moment de solitude à la première. Après, en vieux routier, tu prends tes repères, mais au départ, c'est... Et du coup, bah, le fait de m'être rendu compte que ça fonctionnait, ça m'a débloqué beaucoup de choses, quoi. T'avais des choses de bloquées? Bah, tu sais, il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposture, et bon, qui est tout simplement soit une conscience de ses propres limites, soit tout simplement de la pétoche. Et ça s'estompe bah, justement avec des expériences comme ça, ou des succès de troupe, ou voilà. Mais la prise de confiance, alors il y a des mecs qui arrivent et qui sont déjà les rois du pétrole, pas toujours à bon escient d'ailleurs. Ouais, je pense que un des mots-clés de notre métier, c'est aussi l'humilité, hein. Donc, en doublage, par exemple, il faut quand même savoir se planquer derrière le mec. On le sert, mais bon, c'est un moyen aussi de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. C'est quoi un bon texte? C'est quoi un bon texte? C'est un texte qui emporte. C'est pas un texte qui fait chier. Et c'est ça le problème, c'est que alors il y a des textes magnifiques à lire chez soi, et puis qui passent pas au gueuloir, Tu hein. sais faire la différence quand tu lis, Ah bah oui. toi? Ah bah il y a trois niveaux de lecture. La lecture solitaire, il y a la lecture enregistrée, et il y a la lecture publique. Et ces trois, alors la lecture solitaire, on lit pas tout haut, tout seul dans sa chambre. Mais la lecture enregistrée et la lecture publique, c'est pas le même registre. C'est complètement différent. Tu saurais me Bah, préciser, faudrait. de savoir comment on les qualifie, ces textes et enregistrés et vivants? Bah déjà, techniquement, si tu es dans une salle avec 200 personnes, tu portes différemment et tu articules différemment. Alors ça, c'est le travail du comédien, c'est pas le Ouais. texte en lui-même. Non, il y a des textes qui sont... Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est le fond? Est-ce que c'est la forme? Il y a des textes qui passent mal à l'oral. C'est
difficile. Euh, j'ai un exemple. Euh, j'ai enregistré il y a 3-4 ans les Contemplations de Victor Hugo. Il y a des textes, évidemment, sublimes. Et puis, il y a d'autres textes où il se laisse un peu aller dans le lyrisme, machin, et qui n'en finissent pas. Il y a des poèmes qui font 12 pages, quoi, tu vois. Ouais. Et bon, je les ai enregistrés puisque c'était dans le deal. Mais, ah ouais, non, c'est... Ça, si on me demande un jour de faire une sélection de textes que j'aime, ils seront pas dedans, hein. Ouais, je vois. Voilà, puis aussi, il y a des textes qui payent, c'est-à-dire avec des effets, avec, tu sais que ça va fonctionner. Et puis d'autres qui sont plus... Et quand je dis qui payent, ça peut être dans l'émotion, ça peut être dans l'idée, ça peut être dans le comique. Bon, il y a beaucoup de... Et dans le fond, et dans la forme. Voilà. Ok. Ouais. Aujourd'hui, beaucoup de gens souhaitent faire du doublage. Ils ne souhaitent faire que du doublage. Ouais. Quel est le rapport entre le théâtre et le doublage? Essentiel. Parce que si on a une pratique du théâtre, on apprend son métier. Si on débarque dans le doublage, ben on a au mieux appris le doublage. On aura appris une technique. On sera a priori en place, ni trop long, ni trop court. Mais bon, comme disait un directeur artistique célèbre, le synchronisme est une valeur bourgeoise. Bon, c'est assez discutable quand même, surtout à l'époque où il l'a dit. Maintenant, avec les machines, bon, on te remonte de 2, 3 images à gauche, à droite, ou 12 pour certains ou certaines. Mais bon, on s'en fout. La technique, oui, bien sûr. Mais s'il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Et l'âme... bah oui, on se la forge pièce après pièce, ou film après film. Hein, c'est une autre école, le cinoche, mais bon, on apprend son métier. Il faut apprendre, il faut jouer, pas bouffer de la rythmo pour apprendre à être synchrone. Ça c'est important, mais c'est pas du tout l'essentiel. Donc l'âme, ce qui nourrit Ouais. l'interprétation, c'est quelque chose qui se construit. Ouais. Ah oui, je pense, oui. C'est ce qu'on appelle l'expérience professionnelle, hein, tout simplement. Et chez nous, bah, on a encore la chance de pratiquer un métier où l'âme a une petite importance. Espérons que ça dure. Oui, je ne te le fais pas dire. Comment en es-tu venu au doublage? Ah, alors ça, alors il y a eu deux facteurs. D'abord, j'ai joué une pièce dans laquelle il y avait des comédiennes qui faisaient du doublage. Pour ne pas les citer, c'était Sylvie Fett et Béatrice Delphes. Nous faisions à l'époque un spectacle qui a fait scandale, puisque il s'adressait à des enfants de 3 à 6 ans et on leur parlait de la sexualité et on leur disait tout. Wow. Et ils étaient avec nous sur le plateau, ça s'appelait Défense d'en parler. Et quand je dis que ça fait scandale, il y a certaines représentations où on arrivait au théâtre encadré par deux rangs de flics qui venaient, qui tentaient de contenir les hordes d'ultra-cathos qui venaient perturber le théâtre. Des fois, il y avait carrément, on frisait la rixe entre d'un côté le planning familial, de l'autre côté les ultras. Et donc, c'était chaud bouillant, quoi. C'était quelle époque? C'est 82, 3, 4, parce qu'on l'a tourné longtemps, évidemment, ça a cartonné.
Et donc, Sylvie et Béatrice étant dans la distribution, il y a eu beaucoup de gens du doublage qui sont venus nous voir. Je me souviens évidemment Jacques Deschamps, qui a été un petit peu mon mentor. Ensuite, il y a eu Roger Rudel, ces gens-là, quoi, qui étaient les vieux de la vieille déjà à l'époque. Et donc, il y a eu ça. Ça m'a permis donc de commencer à peu près timidement et très maladroitement. Parce que j'avais peut-être un peu d'âme, mais pas beaucoup de technique. Et surtout beaucoup de pétoche, parce que c'était un mode d'expression que je ne connaissais pas et qu'il fallait donc apprendre. Et puis, il y a eu tout d'un coup une flambée, je crois que c'est en 85, quand Berlusconi a racheté la 5. Alors là, tout d'un coup, parce que le doublage, il y avait quoi? Allez, 150 personnes qui pratiquaient en comédien. Et 10 ou 15 directeurs artistiques, point barre. Et puis tout d'un coup, sont arrivés des tombereaux de séries. Et le contingent maigre de comédiens n'arrivait pas, même en travaillant la nuit, ils n'arrivaient pas. Et donc, le doublage citadelle imprenable a baissé la herse. Et ils sont allés chercher des comédiens un petit peu partout. Et les cours, oui. Florent Périmoni. Et puis beaucoup le café-théâtre. Et à l'époque, dans la foulée de Défense d'en parler, moi, j'étais au Blanc-Manteau. Et oui, juste avant nous jouait Pascal Renwick, qu'on est venu repêcher là-bas. Enfin, il y a plein de comédiens qui ont commencé à cette époque, quoi. Ouais, marrant. Et puis pas forcément tous venant du café-théâtre non plus, mais il a fallu recruter. Tu dis que c'était une petite forteresse Ah ouais. gardée. Oula, oui. Ouais. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, c'est pourquoi? À l'époque, c'est vrai que... T'aurais voulu tenter l'aventure avant? Non. Non, parce que bon, moi, le théâtre me suffisait, me nourrissait à tout point de vue, financièrement et intellectuellement. Donc, et en plus, le doublage avait très mauvaise réputation. Hein. On disait, oh, ouais, attends, tu vas pas faire du doublage, c'est que des ringards. Or, ce qui était un a priori complètement con, parce que les comédiens qui faisaient du doublage à l'époque, ils venaient tous du théâtre. Tous. Je sais pas d'où c'est venu en fait cette. C'était une sorte de préjugé un peu dédaigneux des acteurs, c'était du des snobisme. comédiens. Bah oui, complètement. Je peux pas en faire, alors c'est nul. Ouais, alors que c'était tout le contraire. Quand tu vois, il suffit, là, je ne sais plus pourquoi, qui a parlé l'autre jour de Barsac, et je suis allé voir Yves. Ah oui, parce que c'était sans doute la commémoration de sa mort. Et je suis allé voir le palmarès. C'est monstrueux. Ouais. Que ce soit en cinéma, même en théâtre. Voilà, c'était des gens qui connaissaient parfaiement leur métier d'acteur. Donc cette réputation de ringardise, elle est complètement... Est-ce que c'est un peu évanoui à ce moment-là? Je parle à ce moment-là, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Le doublage a le vent en poupe. Ouais, alors ça, oui, il a le vent en poupe. C'est, je pense, essentiellement dû à la multiplication des médias, des réseaux sociaux, Internet, où tout d'un coup, il y a une nouvelle génération qu'on appelle les voxophiles, qui s'est intéressé à ça et qui maintenant a les moyens de le dire. Là, tu vois, ce qu'on est en train de faire, c'est la preuve de ça, qui a les moyens de le dire. Et puis, c'est un peu la langue d'Ésope. Hein. Il y a le meilleur et puis il y a le pire, quoi. Moi, je vois circuler des trucs, mais qui sont truffés de ragots de couloir, de machin. Il suffit d'une erreur sur un site et puis tout d'un coup, boum, ça fait tache d'encre et puis ça devient
une nouvelle vérité, quoi. Donc bon. La magie des réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà. Et puis oui, puis il y a ce phénomène qu'il n'y avait pas, qui sont les conventions. Oui. Voilà. Et puis il y a beaucoup de mes camarades qui savent bien utiliser les réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait boule de neige, hein. Moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ce phénomène de starisation, quoi. Il faut quand même remettre les choses à leur place. On fait son métier du mieux qu'on peut, mais bon, voilà, moi j'ai la chance de doubler Bill Murray depuis 30 ans. Je veux dire, j'ai aucune ambiguïté par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que lui fait. Il y a un moment donné où il faut remettre un peu l'église au centre du village, quoi, tu vois. Donc, Pour toi, ça reste de l'artisanat. ben, bien sûr, et ça doit le rester. Et ça peut avoir un effet grisant, hein, tu vois, les conventions, les postes panégyristes, enfin tout ça. Bon, voilà, faut rester un petit peu, faut garder la tête froide par rapport à ça, parce que. Tu as joué dans Vidoc de Pitoff, le premier film de l'histoire à être tourné en numérique, avant même Star Wars épisode 2. Alors voilà une connerie. Ça, c'est pas faux, c'est faux? Voilà. Alors voilà, merci les réseaux sociaux. Alors Vidoc, c'est celui de comment ça s'appelle Pitoff, le réalisateur, il s'appelait comme ça. Bah alors écoute, j'ai pas joué dedans. Avec, c'était Depardieu, Canet, Dussolier. Alors voilà. Ah non, alors parce qu'après il y a eu un Vidoc avec Depardieu aussi, tourné par comment est-ce qu'elle s'appelle, la Furie là, qui fume le cigare, qui fait Marlowe là. Je sais pas. Cette réalisatrice, bon, son nom m'échappe et je sais pourquoi, parce que et elle avait fait un Vidoc avec Depardieu, Ok. où il y avait des scènes de combat qui ressemblaient plus à du kung-fu enfin bon, c'était une grosse daubasse. Et il y avait de la post, il y avait de la post-synchronisation à faire là-dessus. Et Depardieu a dit que ça l'emmerdait. Et donc, je suis la voix officielle française de Depardieu, parce que j'ai passé une matinée à faire des HH. D'accord. Voilà. Et alors, on va savoir d'où c'est sorti cette info. Du coup, les gens ont pensé que tu avais joué dans Vidoc, mais pas du tout. Ouais. D'accord. L'image, t'as fait un petit peu l'image? Comment? L'image, t'en as fait un petit peu. Ah oui. Donc, c'est pas sorti non plus totalement de nulle part. Mais... Ah bah non, quand même. Bon. Revenons-en au doublage alors. J'ai vu que t'as bossé sur mon film de Noël préféré, Piège de cristal. C'est possible. Alors apparemment, où tu faisais Karl, le grand terroriste blond. Il y en a eu plusieurs. Qui se retrouve pendu par une chaîne. Piège de cristal. Oui, ça, je l'ai fait, ça. Mais c'est... il y en a eu plusieurs, des pièges de cristal. Alors, piège de cristal, non, il n'y en a eu qu'un. Mais ça fait partie... C'est le premier épisode d'une franchise qui, en anglais, s'appelle Die Hard. Voilà. Et alors, j'en ai fait deux ou trois. Bah, apparemment, t'as fait le 1 et le 3. Je fais les méchants dedans. Ouais. C'est moi les méchants. Qu'est-ce qu'on s'est marré avec Patrick là-dessus. Ah bah, j'imagine... Parce qu'à l'époque, évidemment, on enregistrait ensemble. Oh là là. On aura peut-être le moyen l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Oui. Il n'y en avait pas un qui avait des dents en or, ou je sais pas, non, ou le mâchoire d'acier, je sais plus. Enfin, de toute façon, d'une manière générale, moi, si tu me demandes des trucs que j'ai faits, il faut que j'aille voir sur Wikipédia. Et encore, tu vois, c'est truffé de conneries. Donc, la preuve, on a déjà cité 2-3. Après Piège de cristal, il y a eu Léon. Ah oui. Une journée en enfer, qui est donc Die Hard 3. Ouais. Il y a eu Rock, il y a eu Volteface. T'as joué dans tous les meilleurs films d'action, c'est fou. Alors, en général, film d'action ne rime pas forcément avec dialogue et scénario shakespearien. Quel est ton genre favori à toi?
Moi, le film psychologique où il y a des trucs à jouer, parce que si c'est à gueuler à l'attaque ou haut les mains, ça me fait chier. Mais non, Léon, pour moi, c'est pas qu'un film d'action. Non, c'était bien. En plus, ça m'a donné l'occasion de rencontrer notre ami Luc Besson. Bah ouais. C'est bien parce que qu'est-ce qu'on a gagné comme pognon? On était payé au tarif syndical et toutes les scènes, moi je fais l'adjoint de Gary Oldman, qui Ok. était doublé par mon ami, toujours j'espère, Dominique Collignon-Morin. Je crois que ça a un peu changé, mais c'est vrai que dans les années 90, c'était lui. Et moi, Ouais, je me ouais. rappelle de Gary Oldman avec Ouais, ouais. Dominique. Ouais. Et bah oui, puis il a fait Zorg dans Ouais, dans le cinquième ouais, élément. ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et et donc c'était Besson qui dirigeait. À chaque prise avec Reno, parce que Reno est tourné en anglais, donc il se post-synchronisait. Ouais. Juste avant le rouge, j'entendais « Jeannot, pense à tes graves D'accord. ». Et donc voilà, et puis fin de journée, Besson a dit « C'est formidable, c'est génial, machin et tout ». Bon, on se disait au revoir, adieu. Et puis le lendemain ou le surlendemain, Ikovic, qui chapeautait le tout, nous rappelait en disant « On refait tout ». Il n'était pas content. Si, mais on refait tout. Et ça, je sais pas, ça s'est produit 3, 4 fois. Donc à chaque fois, boum, Pour quelle raison fallait tout refaire? il cherchait. Il cherchait. Voilà. C'est D'accord. quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Ikovic ou Besson? Ah non, Ikovic, il se pose pas de questions. Il trouve, lui. Pas toujours. Ok. Non, mais des fois, il trouve. Hein. Non, faut pas. Je fais pas partie de la meute. Et puis j'ai eu la chance qu'il m'ait bien aimé longtemps, et donc ça m'a permis de rencontrer quelques comédiens de la comédie française. Ouais, chouette. Voilà, quelques stars. Mais Mhm. donc voilà. Mais non, Léon, pour moi, il y avait des scènes à jouer et à Ouais. défendre dedans Ouais. en tant qu'acteur. Et toi, en tant que spectateur, quel genre de film te plaît? Euh, Oh là, tout ça? Si, c'est simple. Les films où je vois de beaux acteurs. C'est quoi un bel acteur? C'est un mec qui joue, qui m'embarque, qui m'émeut, qui me fait rire, voilà. C'est ça que je cherche. Voilà. J'ai vu récemment Adolescence. Alors, les gens pointent la prouesse, et c'en est une, la prouesse technique, de plan séquence, etc., etc. Oui, chapeau, et c'est vraiment bluffant. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est les comédiens. C'est les comédiens. Le mec, ils sont tous formidables. Il n'y a pas à chercher, ils sont anglais. Mais T'es pas le premier à me dire ça. ah bah oui, mais il y a pas. De toute façon, il y a une culture anglaise, et puis il y a une formation surtout. Et puis on apprend à placer sa voix, à articuler, et puis Shakespeare fait partie du parcours imposé dans l'apprentissage. Et puis, quand on a joué Shakespeare bien, On peut tout jouer? peut-être à peu près jouer pas mal d'autres choses, quoi. Voilà. Et donc ils sont tous bien, mais le mec qui joue le père, moi j'étais fasciné. J'étais fasciné. J'aime voir des acteurs ou des actrices m'embarquer, quoi. Voilà, j'ai découvert, ça a fait hurler mon ami Mela, qui dit « Comment tu le connais pas ?» J'ai découvert Tom Hardy dans Peaky Blinders. Je me suis repassé ces scènes en boucle. Ouais. J'ai dit « Mais comment il fait ? Mais comment il fait ?» Donc Ouais. voilà. Non, oui, les films que j'aime, c'est les films où je vois de beaux acteurs. Et de belles actrices, parce que Il y en a aussi. il y en a quelques-unes aussi. Hein, Ouais. Récemment, j'ai vu Mobland avec Tom Hardy. Ouais.
Pierce Brosnan et Helen Mirren. Ouais, ben voilà, c'est très marrant parce qu'il y a 5 secondes, quand je te disais de belles actrices, je Tu pensais à pensais Helen Mirren. à elle, à Frances McDormand, enfin il y en a, Ouais. il y en a des poquets, hein, Ouais. mais Helen Mirren, Formidable. que Ouais. je viens de voir dans le préquel de Yellowstone, là, Oui, avec et, Harrison Ford. et avec Harrison Ford, mais ce qu'elle fait là-dedans est d'une simplicité totale, mais c'est, à chaque fois, elle est dans le mille. Ouais. Et voilà, mais c'est C'est simple. pas pour rien hein. qu'on la voit partout en ce moment. Tant mieux. Ouais, tant mieux pour nous. Ouais, c'est Il y vrai. a Judi Dench, attends, Ouais. mais oui, mais quelle formation elles ont, faut voir. À chaque fois, moi, je vais voir le pédigré, quelles écoles elles ont faites, et tout ça, tout est là. Tout est là maintenant, effectivement. Ah oui, je voudrais faire du doublage. Vous êtes comédien? Ah ben non, non, mais chez moi, j'imite, je refais des doublages. Bon, ça c'est bon pour tonton Georges à Noël. Mais oui, mais enfin, il y a aucun mépris c'est de la tristesse par rapport à ça, quoi. C'est que comment est-ce que c'est des effets pervers de la Starac ou des trucs comme ça? J'en sais rien, mais merde, c'est un métier. Moi, je sais pas réparer une chaussure, refaire une semelle et tout. Je vais pas dire ah tiens, je vais être cordonnier. Est-ce que je peux commencer demain? C'est pas possible. Un boucher, il sait tailler la viande normalement. Donc voilà. Voilà. Mm. Je laisse respirer ça un petit peu. Bon alors, je pouvais pas t'inviter sans te demander de nous raconter un cas qui a fait couler pas mal d'encre en son temps. Je le vois me dire Tu souhaites que. déjà le venir. Tu me réponds que si tu souhaites, parce qu'on a dû te poser la question des milliers de fois. Ouais. Aurais-tu l'amabilité de nous raconter comment tu t'es retrouvé sur Bruce Willis dans Le Cinquième Élément? Alors, c'est très simple. Et alors, on va une fois de plus remettre les pendules à leur place, comme disait. Avec plaisir. Alors, c'est simple. Bon, j'avais croisé donc Besson sur Léon. Ouais. Et puis, Besson fait Le Cinquième Élément. Et puis, il a dit je veux pas la voix française habituelle. La carrière de Bruce Willis va changer avec mon film. Faut changer sa voix, machin et tout. Bon. Tout Paris est passé sur les essais. Tout Paris. Je me souviens je crois qu'il y a eu Giraudot, il y a dû y avoir Boringer, il y a eu, enfin bon, voilà, il tapait dans le dur. Ok, je vois. Et puis il trouvait pas, enfin c'est pas qu'il trouvait pas, mais on disait non, 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 machin. Et puis un jour, Ikovic m'appelle en disant tu ferais pas un essai pour moi sur un film. Je dis bah oui, c'est quoi? Il dit c'est Bruce Willis. J'éclate de rire. Et j'ai dit bah non. Il dit mais non, mais attends, Patrick, il est au courant. J'ai dit tu permets que je l'appelle? Et alors en plus, il faut quand même préciser que c'était quelques mois après la grève de 95. Ah oui. Donc il y avait une certaine ambiance. Ah une belle ambiance même. Et donc j'appelle Patrick, il me fait bah ouais, je sais. Écoute, il me dit vaut mieux que ça soit toi qui le fasses. On parlait que de l'essai là. Hein. Vaut mieux que ça soit toi qui le fasses plutôt qu'un connard. Bon, j'étais sûr, oui. Je fais l'essai, puis bon. Ouais. Et puis 15 jours après, bingo. Alors, Ikovic me dit c'est toi qui as choisi. Bon. Je vais appeler Patrick. Il me fait « Ah non, t'es chiant, machin et tout ça. » Et donc, j'ai appelé Poivet qui m'a dit « écoute, oui, c'est bien que ça soit toi. Je te demande qu'une seule chose, tu armes le fusil. » Tu armes le fusil? Ouais. Alors, c'est-à-dire tu leur fais cracher? Ouais, tu leur fais cracher. Ouais. Alors, il me dit combien je demande. Alors, combien toi tu demandes? Alors, il me donne une somme confidentielle. Ouais. Ok. Et on était en francs encore à l'époque. Ouais. Et je dis, écoute, je vais demander une brique de plus. Ah ouais? Et donc,
Je dis ça à Ikovic, qui se met à hurler. Ben, je dis, c'est pas grave, je le fais pas. Puis, comme il y avait urgence, parce que le film faisait L'ouverture de Cannes, l'ouverture de Cannes ouais. et tout. Il dit, faut voir ça avec Pierre-Ange Le Pogam, qui était le producteur de la Gaumont, en plus. D'accord, directement. Et qui ensuite a fondé, je sais pas quoi, avec... ils se sont tirés de la Gaumont avec Besson, puis ils ont fondé un autre Pour truc. faire EuropaCorp. Voilà. Et alors, cette discussion au harpon a duré, 5-6 jours. Puis finalement, j'ai eu ce que je voulais. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait le truc. Mais là, l'histoire, elle pourrait s'arrêter là. Et puis, mais il se trouve que ça, je vais le dire quand même. Peu de temps après, il y a eu un article dans Le Parisien, signé de Marie Sauvion, la fille de Serge, qui était journaliste, qui l'est sans doute encore. Et c'était une interview de Med Rondeau. Et Med, alors lui avait été remplacé sur... Eddie Murphy. Voilà. Alors, c'est pas parce que le réalisateur n'en voulait pas, c'est qu'il avait été un peu gourmand. Et donc, il a été remplacé. Or, le problème de cette interview, c'est que Med a laissé entendre qu'il avait été remplacé et que Patrick avait été remplacé parce qu'ils avaient fait la grève. Alors, je ne sais pas si on peut le retrouver, cet article sur Internet, mais il existe quelque part. Et ce qui voulait dire deux choses. Alors, moi, il ne me citait pas nommément, mais il citait le comédien qui l'avait remplacé sur ce film. Et ça avait un autre effet pervers. D'abord, c'était pas la vérité. Et puis, ça voulait dire aussi que si lui et Patrick avaient été remplacés pour fait de grève, que les comédiens qui les avaient remplacés n'avaient pas fait la grève. Or, que ce soit l'autre comédien ou moi-même, on a quelques témoins. Et donc, voilà. Et donc, j'ai décroché mon téléphone pour joindre Med, qui était un ami, et qui a botté, enfin non, en fait, on avait sa sœur à chaque fois qu'on appelait. Et il n'était jamais là. Puis finalement, quand même, je suis assez opiniâtre. J'ai fini par je lui dis, j'ai dit, écoute, c'est pas cool, ça. C'est vraiment pas cool. Et tu sais que ça n'est pas la vérité. Et au lieu de s'excuser ou de quoi que ce soit, il m'a dit, tu n'as qu'à faire un démenti. Alors, bon. Nos relations amicales se sont terminées là-dessus, paix à son âme. Mais voilà. Et donc, à partir de ça, évidemment, l'article est sorti. Et puis, j'ai perdu des amis sur cette histoire, véritablement. Donc voilà. Et donc, 30 ans après... alors, il y a eu une mise au point qui n'est pas de mon fait, d'ailleurs, il y a quelque temps, justement, après le poste d'un voxophile qui reprenait ce genre de truc. Et là sont intervenus quand même la directrice de prod de l'époque, je ne sais plus qui encore, qui sont venus quand même à... Rectifier la vérité ? Oui, pas la rectifier, la dire. Voilà, mais donc voilà. Et je tiens à préciser que Patrick, à l'époque, était un ami de 20 ans et qu'il l'est resté jusqu'à sa mort. Et quand je dis un ami, c'est pas quelqu'un que je croisais de temps en temps, quoi. Patrick, il fait partie de ma famille de doublage, c'est un frère. C'est un frère, j'en ai pas beaucoup dans le doublage. Il y avait Renwick, Jean Corvigné, puis il y en a quelques-uns. Michel a employé les mêmes termes. Bah oui,
Mais il y a les frangins. C'était la fratrie, ouais. Bah ouais, il y a les frangins. Alors, bon, ça n'a jamais entaché nos relations. Ce qui est quand même le principal. Ben évidemment. Mais bon, c'est chiant, et c'est pour ça que... Ouais. Les déformations, les on-dit, les bruits de couloir et les pas tout à fait vérité, c'est-à-dire on va dire quelque là, chose pour... ça peut faire... Carrément, on est parti d'un truc complètement mensonger, quoi, tu vois. Donc, c'est pas cool. C'est comme ça qu'on fait des fake news qui se répandent par les réseaux sociaux aujourd'hui. Ouais, mais là, il n'y avait pas besoin des réseaux sociaux, il suffisait d'un article de journal, quoi, tu vois. Bon, j'en suis navré pour toi. Oh bah non, attends, j'ai survécu, tout va bien. J'ai même redoublé Bruce Willis dans un film un petit peu après, qui s'appelait The Story of Us, Une vie à deux, avec Michelle Pfeiffer. Ah, ok. Et alors là, c'était la productrice qui a dit « Ah non, je ne veux pas de Patrick Poivet !» Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais enfin, il a dû y avoir quelques mots. Et donc, pareil, j'ai rappelé Patrick. Il m'a dit « Ah oui, non, de toute façon, je ne travaille pas avec cette connasse. » Et même condition, quoi. Donc, voilà. Et puis après, il a repris légitimement et naturellement Bruce Willis. Et il n'y avait pas photo. Il n'y a jamais eu photo. Je veux dire, Bruce Willis, c'est Patrick. C'est même... je trouve qu'il a amené sur Bruce Willis quelque chose que Bruce Willis n'a pas. Donc, attends, voilà. Ouais. Si Patrick, c'est Bruce Willis, Bernard, c'est Bill Murray, alors? Oh, non. Passons à un monument du cinéma américain. J'ai la chance de le doubler, mais je ne suis pas Bill Murray. Qui, à ce qui paraîtrait, est une vraie tête de cochon et compliqué à gérer, mais il a un sacré talent quand même, le bonhomme. Tu le suis depuis 2000 tout rond, sur le film Hamlet. Ouais, merci Isabelle Branins. Eh ben, j'allais te demander à qui le dois-tu. Ouais. Tu l'as sorti tout seul. Chaque fois que je la vois, ça a toujours été une amie, mais mes câlins sont un peu plus appuyés. Non, elle m'a fait confiance sur Bill Murray dans le rôle de Polonius. En plus, Shakespeare, attends. Et voilà. Puis après, on s'est retrouvés avec Isabelle sur Lost in Translation. Exactement. Qui a été un régal Mais non, alors si Patrick a amélioré, a apporté quelque chose à Bruce Willis, moi j'essaye de rattraper de temps en temps Bill Murray, mais je ne sais pas s'il est ingérable. Enfin, il est ingérable, oui, ça, je sais, mais je crois que c'est un type charmant quand même. Dans le making-of de Lost in Translation, Sofia Coppola, je crois, à moins d'une semaine du tournage, elle était au Japon, elle attendait Bill Murray, elle savait toujours pas s'il allait venir ou pas. Non, il n'a pas de portable, il est injoignable. Il est injoignable, mais il y a un bouquin que j'ai trouvé, j'ai entendu parler d'un livre et je me le suis procuré, qui s'appelle, alors j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est un roman français qui s'appelle Sans Bill ni Murray. Ok. Et qui raconte, c'est très drôle. Le livre est très marrant. C'est l'histoire d'un mec qui fait du cinéma, mais un peu ringardos en tant que réalisateur, ses films ne marchent pas, il est au chômage, il habite genre Choisy-le-Roi, et un jour il sort du centre commercial, et en face, devant Picard, surgelé, il y a une limousine qui s'arrête, et il y a un mec qui descend, et il dit « Mais putain, c'est Bill Murray !» Et puis je dis, mais non, qu'est-ce qu'il viendrait foutre devant Picard surgelé à je crois que c'est Villejuif, je ne sais plus. Et puis finalement, il se renseigne, et puis non, c'est bien Bill Murray. Ok, c'est pas mal. Ah oui, je ne raconte pas la suite, mais non, c'est très marrant. Mais il est, oui, on m'a raconté des anecdotes sur lui qui ne sont pas piquées des hannetons, des mecs... qui font une fête chez eux et qui, tout d'un coup, au milieu des 40 personnes, voient Bill Murray. Il est entré.
Et puis, tout d'un coup, 10 minutes après, il n'est plus là. Il a vu de la Et lumière. puis, il y a un gars qui va chercher une bière au frigo. Et ben, il voit Bill Murray en train de faire la vaisselle. Donc, voilà. C'est lunaire. Sino è vero e bene trovato. Écoute, à la suite d'Hamlet, en tout cas, il enchaîne 3 films absolument magistraux. Donc, Lost in Translation de Ouais. Sofia Coppola, Ouais. Coffee and Cigarettes Yes. et Broken Jarmusch. Flowers Et Broken Flowers de encore. Jim Jarmusch. Jarmusch. Ouais. T'as des souvenirs de ces films? Ouais. Coffee and Cigarette, il fait pas grand-chose. Broken Flowers, ouais. Et puis... Les deux sont géniaux. Coffee Cigarettes, grosso modo, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire là. Ouais. C'est deux gars C'est qui ça. sont à une table. Bon, il y a juste le café et les clopes. Ouais. Mais sinon, j'ai trouvé ça génial. Ah ouais, c'est d'une c'est simplicité magnifique. Ouais. Mais comme létale. ouais. Mais j'ai moins de souvenirs. Broken Flowers, ouais. Je trouve C'est chouette, que c'est un joli une sorte voyage. de road movie sentimental Ouais. avec ses ex. Et puis, moi, j'avais énormément de scènes avec le comédien noir dont j'ai oublié le nom, mais qui était doublé par Lulu, Lucien Jean-Baptiste. Bon, génial. Et on s'est marré. Bah écoute. Mais ça, mais voilà, mais c'est... Bon, d'abord, on a enregistré tout à deux, hein, pas en piste, parce que quand même, je veux bien que c'était le Covid, mais si ça ne l'avait pas été, et depuis, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoique on dirait que ça change un peu là. Mais un des derniers, avant-dernier film de Bill Murray que j'ai fait, c'était... Putain, j'ai oublié le titre. On the Rocks. Un Wes Anderson, j'imagine? Non, Ok. Sofia Coppola. Ok. On the Rocks. Et j'ai pas vu ma partenaire. Eh ben, Alors, coup de bol. Alors, c'était le Covid. Bon, on va dire que c'était à cause de ça. Mais coup de bol, elle l'avait enregistré avant moi. Donc On tu m'avait pouvais envoyé le l'entendre, film avant. Donc, je l'avais entendu en VO. Et donc, à chaque fois, je disais, non, la VO, je la connais. ok. Et passez-moi Tu le faisais avec le casque? ce qu'a fait Anne. Non, mais j'écoutais bien ce qu'elle avait fait. D'accord. Et puis voilà, quoi. Ok. Mais oui, Broken Flowers, c'était Magnifique. un très beau souvenir. Et c'est un film, la musique est étonnante dessus en plus. Je sais pas, encore une fois, c'est d'une simplicité qui te transporte. Ouais. Mais Lost in Translation aussi. Oh là là, quel chef-d'œuvre. Là, pour le coup. Ça, j'ai deux merveilleux, vraiment, souvenirs de doublage. C'est Lost in Translation, parce que le film, il a été tourné en 17 ou 18 jours, je crois, à Tokyo. Et nous, on l'a doublé en une semaine. Je ne sais pas si tu vois, alors qu'il n'y a pas énormément de dialogue. C'était donc Isabelle Branas qui dirigeait. L'adaptation était de Carasso, Jean-Pierre Carasso, qui était une pointure d'une finesse d'écriture, machin. Et on faisait, dans la matinée, on faisait 3 boucles, 4 boucles. Oh là là, Et le bonheur. à la fin de la semaine, c'est ce que j'ai dit à Isabelle, je lui ai dit, j'ai l'impression d'avoir tourné le film. C'était ça, quoi. Et il s'est passé, je sais pas, un truc de miraculeux tout le long, voilà. Et puis le deuxième film, qui permettra de citer Un ami disparu, où vraiment on s'est tous régalés, c'est American Beauty, Oh là, oui. dirigé par José Lucioni. Et là aussi, c'était un vrai bonheur. Oh, il y avait une distrib, Josiane Pinson, Fleursheim, Sybille Tureau, c'était du royal de luxe. Du high level. Ouais. Murray a son style bien à lui. Oui. Comment le décrirais-tu? Imprévisible. Il te surprend systématiquement? Comment? Il te surprend systématiquement? Oui et non. Il a des constantes. Bah, je le connais un peu par cœur. Mais il arrive quand même des fois à me gauler au coin du bois, là. Y a des trucs que je vois pas venir, quoi. Là, dans le Jarmusch, de Dead Don't Die, qui est une sorte de pastiche de film de zombies, complètement mais hallucinant en plus, avec Iggy Pop, Tom Waits, enfin, voilà. Et il fait encore des trucs à des moments où tu te dis, mais bon,
Ouais. Voilà. Ah ben c'est pour ça que c'est un régal. Hein. Et souvent dans les films de Anderson, on l'a cité, Wes Anderson, Ouais. ils sont hyper copains. Bah oui. Alors je crois que la toute première fois, pareil, Wes Anderson a bien galéré pour l'avoir, Ouais. à cause notamment du fait qu'il n'ait pas de téléphone. Ouais. Et puis il avait fini par le convaincre en lui envoyant le scénario, ils s'étaient rencontrés, machin, et aujourd'hui ils sont inséparables. Ah ouais, bah oui. Et Ouais. Bill Murray ne lit même plus les scénarios quand Wes Anderson l'appelle et dit Ouais. j'ai un Ah nouveau bah, film. le dernier là que je viens de faire, Ouais. c'est simple. J'étais convoqué de 10h à 10h15. Oh là, oh. Il a 4 lignes. Ouais. Et il fait Dieu. Ok. Voilà. Je vois, j'arrive. Bon, de toute façon, quand tu es convoqué 10h, 10h15, Oui. tu sais que tu vas pas faire 150 lignes. Je regarde la feuille de plateau, 4 lignes. Bon, ok. Ouais. Et il fait God. Sympa. Je l'ai pas vu. J'ai hâte de Bah, le voir. il paraît que c'est assez indigeste. Ah ouais. Ouais, je l'ai pas vu, alors je peux Ok. pas vraiment en parler. Bah, écoute, J'ai vu 4 lignes. Oui. Il a un background de comédie. Il était l'un des fers de lance de l'émission Saturday Night Live avec John Absolument. Belushi, avant Eddie Murphy. Ouais. Et c'est là qu'il a rencontré ses compères de SOS Fantôme, Ouais, Dan Aykroyd et Harold Ramis. exactement. Ramis qu'il dirigera sur Un jour sans fin, encore un magnifique film, mais Ouais. qui signera la mort de leur relation amicale. Il vient donc du rire et il finit par les pleurs. Souvent, on parle de comédie dramatique. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un lien direct entre les rires et les pleurs, entre la joie et la tristesse, Ah oui. du point de vue du comédien en particulier ? Ah bah oui, bien sûr. Bah la vie, c'est ça. C'est des rires et c'est des pleurs. C'est souvent plus de pleurs que de rires, mais c'est ça la vie, bien sûr. Et puis, faut quand même pas, je veux dire, quelqu'un qui sait faire rire, un acteur qui sait faire rire, il n'aura aucun mal à faire pleurer. Les grands acteurs, c'est le comique, c'est la meilleure école. La meilleure école. Et puis alors, je vais te dire, tu as le retour immédiat. Moi, j'ai travaillé 7 ans avec un comédien comique qui s'appelle Pierre Trappet. Ouais. Et ça a été une école extraordinaire parce que quand ça fonctionne pas, tu sais que ça fonctionne pas, quoi. Tu joues dans un drame à mélo, s'il n'y a pas de réaction, tu te dis oh, ils étaient pris. Mais si ça rit pas, tu sais que c'est voilà. T'as fait un four. Non, c'est une école sérieuse, ça. Faites du comique, les gars. Ouais. Prenez-vous des bides. C'est pas Coluche qui disait l'humour est une chose trop sérieuse pour laisser faire ça, je sais plus quoi. C'est fort possible. Quelque chose comme ça. Bon, c'est fort possible. on retrouvera la citation. Au début des années 2000, il y a un sous-genre de série qui va inonder le PAF, la série policière. Axé sur l'efficacité des enquêteurs. Aux États-Unis, CBS, qui appartient à Paramount, lance CSI pour Crime Scene Investigation. Yes. C'est le carton plein. Ça arrive chez nous sous le nom de Les Experts. Et ça marche tellement fort qu'ils le déclinent en Les Experts Miami, Les Experts Manhattan, Les Experts Cyber, les Experts Las Vegas. Celle qui marche le mieux, c'est Les Experts Miami. Cette cellule, je crois bien... Hein, ça a cartonné. Horatio, dis donc, cette cellule est dirigée donc par Horatio Kane, un rouquin avec des Ray-Ban, qui les enlève juste pour plisser du regard et avoir un air inspiré. Ce qui n'est pas toujours le cas. Que tu fais pendant 232 épisodes, Putain. Plus 2 autres en prime parce qu'il se balade dans les spin-offs. Ah oui. C'est qui Horatio ? Alors, le comédien, le personnage. Le personnage, c'est le plus chiant que j'ai jamais doublé. Pourquoi ? Parce qu'il fait il a 2 intonations, c'est tout. Ah, il regarde passer les trains en permanence et il enlève ses lunettes. Ouais, et puis après, il met les mains sur le... Si, il joue de 3/4. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, il regarde là alors que le mec à qui il parle est là.
j'ai sauvé ma peau là-dessus. Je me suis beaucoup, quand je dis c'est le plus chiant, moi je me suis pas ennuyé. D'abord, j'étais ravi d'être dirigé par François Dunoyer, Ouais. qui est un mec formidable. D'abord, c'est un très bon directeur de plateau, puis humainement, on dit un mensch. Et non, non, et puis l'équipe était très sympa, on s'est bien marré à faire ça. Mais j'ai sauvé ma peau là-dessus en me rappelant ce que m'avait dit Jacques Deschamps à propos de Robert Stack, qui faisait Elliot Ness dans Les Incorruptibles. Ok. Il m'a dit, tu comprends, je ne veux pas vous faire l'accent de Toulousain, parce que Jacques, il a eu les mêmes problèmes que moi. Quand il est arrivé du grenier de Toulouse à Paris, il a fallu gommer Ouais. et parler pointu. Et il dit, quand tu as des mecs comme ça à doubler, tu joues tout à plat. Ok. Faut tout jouer à plat. Il faut surtout pas leur mettre du sentiment, de l'intonation et tout. Tu vas sortir de l'image. Ah. Alors j'ai tâché D'aplanir. de mettre ça en pratique, d'aplanir. Bon, quand même, il y a des moments où je suis beaucoup plus expressif dans le jeu français qu'il l'est en américain, parce que puis en plus le débit, c'est des phrases, il me fait des pauses entre chaque mot et tout. Enfin, c'est fameux pas ballets. possible. Et puis alors, il s'est passé un truc, c'est que notre ami Caruso, donc, alors lui, franchement, un sale type. Ah ouais? Ah oui, imbuvable, machin, et qui était bien. Avant, il avait fait 2-3 trucs, c'est pas moi qui le doublais, je crois que c'était Tiphaine. Ah ouais. Et il était pas mal. Mais là, je sais pas. Alors, bon, il a un gros problème avec le GB. Ah ouais, ok. Et ça se voit d'ailleurs, il enflait, dégonflait entre chaque saison, il se faisait une petite cure de rehab. Ouais. Et donc, il a négocié au fur et à mesure de son contrat. Il était payé. De doubler par rapport à la saison d'avant. Non, d'avoir de plus en plus de gros plans et de moins en moins de texte. Ce qui fait que sur les premières saisons, moi, c'était le jackpot pour moi, parce que à la fin de chaque épisode, il disait je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ah ouais. Et puis alors là, sur 6 boucles, 200 lignes. Et puis au fur et à mesure qu'il a obtenu ses clauses, ça donnait, est arrivé un adjoint, Monsieur Wolf, doublé par Valentin Verlet, et il disait, alors, Monsieur Wolf, racontez-nous ce qui s'est passé. Et c'était Valentin qui se tapait le jackpot. Donc, arrivé un moment, à partir de la 8-9e saison, je crois, il y en a eu 12, où je faisais 30 lignes par épisode. Et par contre, comme ça cartonnait, la série, plus personne voulait de moi sur les ah bah non, non, pas métro, putain, ouais. Caruso, on en bouffe déjà toute la journée, et je travaillais plus. Donc, je suis allé voir TF1, puis je leur ai dit, je vais arrêter. Ah ouais. Voilà. Ok. Puis bon, finalement, ça s'est négocié, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que Caruso était viré. Ouais, j'ai vu des images de lui récentes. Ah, c'est une horreur, c'est une épave. Ouais. C'est une épave, mais bon, je compatis pour lui. Mais non, la série s'est arrêtée du jour au lendemain. Alors, bon, à chaque fois, il y avait une enquête, un cas, machin et tout, mais il y avait quand même des histoires qui perduraient. On ne saura jamais si... de toute façon, j'ai tout oublié, donc je ne peux pas vous donner... Ouais, écoute, je sais pas. Je sais pas je crois qu'il fait plus rien maintenant. Hein. Ah non, mais plus personne n'en veut. Il est odieux. Ouais, bon, bah. Hein. Il y a un exercice de la voix qui est souvent particulier, je parle de la pub. Ah ouais. Tu en as fait un bon nombre. Quelle est ton expérience avec ce support? Alimentaire. Ouais, purement. Il n'y a rien d'autre.
il y a rien d'autre, non, oui, non, non, c'est purement alimentaire. Ça me permet aussi, quand même, aussi de défendre des fois des trucs, genre Médecins sans frontières, l'Institut pour le cerveau, des trucs comme ça, qui font partie de mes bonnes œuvres. Ouais. Sinon, non, il faut se battre. Il faut vraiment se battre pour pas qu'on nous impose de faire du carglass. C'est quoi du carglass? Oh bah c'est par les faux tout le temps. Ouais. J'ai une anecdote quand même où j'avais une pub, je ne sais plus pourquoi aussi, Midas. Ouais. Et à la fin, c'était pas la signature, non, si, c'était la signature. Et c'était Midas. Pourquoi payer plus cher? Ouais. J'enregistre ça. Et il y avait le client qui était là et qui me dit « Oui, c'est bien, mais vous pouvez pas faire Midas. Pourquoi payer plus cher ?» Oh mon Dieu. Et là, Quand les clients te chantent voilà. Et donc, je le la regarde phrase. et j'ai dit « Écoutez, monsieur, je vais me permettre de vous dire deux choses. La première, c'est ce que vous me demandez, c'est comme si vous me demandiez de m'arracher une dent, sans anesthésie. Et puis la deuxième, ne le prenez pas mal, mais quand vous allez chez le boucher, est-ce que vous lui montrez comment couper la viande ?» Et là, je vois l'ingé du son qui me fait planqué derrière la console, quand même. Il y a eu un long blanc. Et Oh le là mec là là m'a là. regardé, il m'a dit « Vous avez raison, je vous prie de m'excuser. » Mais exact. Mais voilà. Mais de toute façon, un mec qui a un minimum d'intelligence, Oui, non, il va se mais rendre compte que c'est pas sa place. j'en ai fait une il y a quelques jours, il a fallu se battre. Alors le problème, c'est qu'à un moment donné, tu fais 40 prises. Et puis ils vont te demander, vous voulez pas essayer quand même Alors je le fais le plus dégueulassement possible, que ça soit pas utilisable. Eh ben des fois, Ils prennent ça quand même. et ils l'ont quand même pris. Alors, Parce que c'était leur version à eux. ben oui. Mm. Oui, alors, donc voilà. Aïe aïe aïe, mes aïeux. Mais oui. Nous parlons ensemble de divertissement, films, séries, musique, lecture, sport, mode. Quelle forme prend-il chez toi, ce divertissement? C'est-à-dire, Comment tu te divertis, toi? comment je me divertis? Bah déjà en regardant des beaux acteurs. Ouais. Tu veux que je te parle du match de ce soir? Ah, du rugby donc? Bah oui, forcément. Oui, oui, il y a ça. Non, il y a. J'allais dire, je me divertis aussi en voyant les gens que j'aime, bien sûr. Oui. Ça, c'est essentiel. En restant curieux le plus possible. Ouais, en lisant beaucoup, 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 beaucoup. En allant voir des expos. Non, non, ça, voir ses copains de métier, c'est beaucoup plus compliqué. Nous allons arriver à un autre pan de revendication, qui est cette mode Covid et post-Covid, qui consiste à enregistrer séparément les acteurs. Pourquoi je relie ça à ça? C'est parce qu'avant une journée de doublage, on te convoquait de 9h30, 18h pour faire 60 lignes. Évidemment, tu les faisais pas d'un coup. Donc, entre deux boucles, bah, on était dans les couloirs. Et les couloirs, c'était un endroit merveilleux pour parler de tout et de rien, pour faire les cons, pour se raconter ses chagrins, ses peines, ses ennuis, ses inquiétudes. Aussi pour dire, dis donc, tu trouves pas que on n'est pas très bien payé sur telle ou telle chose? Tu penses pas que la convention collective, elle devrait... C'était aussi un moyen de souder une corporation. Maintenant, quand tu arrives, que tu croises celui ou celle qui vient de finir et que tu croiseras celui ou celle qui va te succéder, les dialogues, comme en plus il y a un timing à respecter, ils sont naturellement beaucoup plus restreints. Ça nuit
d'abord donc, enfin pas d'abord, mais ça nuit donc à la corporation. Et je me demande si ça n'est quand même pas aussi un des buts, l'autre étant évidemment financier, puisque la ligne est dégressive. Et donc, il vaut mieux tout faire d'un coup. Comme ça, à la fin du compte, la ligne, elle doit être à 2,50 €. Et puis, non, puis ça casse les rencontres, les amitiés. Il y a toute une nouvelle génération, c'est normal, de comédiens et de comédiennes qui sont arrivés dans le doublage et que je ne connais pas. Je ne connais pas parce que j'ai pas l'occasion. Si j'ai l'occasion, c'est à la barre. Si on s'enregistre ensemble, ce qui est malheureusement plus souvent le cas, et c'est pas dans les couloirs. Ou alors c'est bonjour et au revoir, c'est tout. Donc il n'y a plus ce moyen de se connaître. Et là, on est aux antipodes de ma troupe de théâtre. Alors que sur une série, par exemple, à l'ancienne, je ne vais pas jouer les vieux cons, mais les comédiens, ils étaient là tous ensemble toute la journée et finalement, ça s'entendait un peu dans le produit, comme on dit maintenant. Cette complicité. Oui, oui. T'imagines les Muppets Ouais. avec Hernandez de 8h30 de 9h30 à 10h15, Micheline Dax de 10h15. Non mais voilà. Ouais. Oui. Ouais. C'est bien aussi de dire les choses comme ça. Oui. Si tu ne poses pas la question, tu n'obtiendras pas la réponse. Quelle est la question dont tu cherches la réponse, Bernard ? Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Tu te la poses, cette question ? Ah, j'en sais rien. Justement, je me la pose. Ouais. Et donc, le fait de se la poser, c'est quand même essayer de se dire, pour y répondre positivement, d'essayer de faire des efforts quotidiennement. Ouais. C'est une sorte de christianisme totalement athée. C'est pas mal, ça. Ouais. Allez, une petite conclusion. Alors, j'ai oublié un mot, je cherchais ce que c'était. Comme quoi, les articles, ça a leur importance, tu vois. Oui. Dans un monde dicté par les algorithmes et le pragmatisme, pourquoi les histoires résonnent-elles toujours en nous ? Attends, parce que j'étais en train de penser. Dans un monde dicté par le machin, quelle est la fin de la question ? J'aime bien ta version. Pourquoi les histoires résonnent-elles toujours en nous ? Mais parce qu'on a besoin de ça. On a besoin qu'on nous emporte. Quelles que soient même les belles conditions qui sont, c'est pas toujours le cas, mais dans lesquelles on peut vivre, ça fait partie de la curiosité, ça. Le rêve, se laisser embarquer, apprendre. Donc, on va pas faire, tout le monde doit en parler de l'IA. L'IA, c'est formidable. On m'a refait une couronne la semaine dernière. C'est génial. Oh la vache, au micron près, on te filme la denture ou la dentition, je ne sais plus. Oui. Et non, parce qu'il y a un distinguo entre les deux. Ah, ok. Et au micron près, pouf, ok, faut pas, je vais dire, ou alors on vit comme les Amish. Mais à partir du moment où ça touche à l'artistique, c'est une question... c'est une question éthique et philosophique. C'est quoi notre rapport à la machine ? Qu'est-ce qui fait que Van Gogh, moi, certains tableaux me font pleurer ? C'est qu'il y a un homme derrière, c'est qu'il y a une souffrance, c'est qu'il y a une âme. Une fois de plus, il y a une âme. Donc, oui, la réponse, c'est...
c'est Baudelaire, enivrez-vous. C'est laissez-vous surprendre. Continuez à vous poser des questions. Ne vous contentez pas de certitude. Ne vous contentez pas d'être un assis comme les assis de Rimbaud. Il faut être en mouvement tout le temps, s'ouvrir. Et un truc, moi, que j'aime beaucoup faire, c'est travailler avec des gamins, des jeunes. Je bosse beaucoup gratos avec l'école des Gobelins. Ah oui. Je vois des choses magnifiques, d'inventivité, de poésie, de revendication, d'affirmation. C'est des mots avec lesquels j'adore travailler. Et puis, ça fait aussi partie de notre métier de transmettre. C'est un métier de transmission. Et il y a un des hommes qui a énormément compté dans mon apprentissage, qui était Philippe Avron. Ce comédien, il disait, le comédien, c'est un passeur d'humanité. Et alors, après, mettre en pratique, ça demande des efforts, de la constance, de la persévérance, de l'entêtement même. Mais it's worth it. Ça vaut le coup. Bah ouais. Ça vaut la peine. Ah oui, ouais, vraiment. Merci d'être venu nous voir, Bernard. Mais je suis bavard, putain. Eh ben, c'est pour notre plus grand plaisir. Porte-toi bien. Allez, salut l'artiste. Ciao.